donc on a le temps de faire beaucoup de choses. Je vous ai préparé deux parties, dermatopède partie 1, partie 2. Alors, si vous préférez autre chose, ce sont les présentations que j'ai faites récemment. Vous n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition. Donc, première partie. Donc, là, déjà, ça c'est clair, et c'était clair avec Khalid. Je suis à votre entière disponibilité, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, à la pause. N'interrompez pas, hein, mais levez la main, je vous répondrai. Évidemment, donc interactivité, évidemment, convivialité. Et puis j'aime beaucoup cette allocution répétée du docteur Baumouche, tranquille, quoi. On a le temps, on va prendre notre temps. Je suis à votre entière disposition. Donc n'hésitez pas. Alors ça va partir dans tous les sens parce que j'avais discuté avec Khalid sur certains thèmes. Et je lui ai dit, ce qui est bien, c'est de partir de cas cliniques. Aujourd'hui, on fait beaucoup de téléexpertise et c'est vrai que ça suit l'actualité. Donc, ça rebondit dans tous les sens. Je me dis, tiens, je parle de ça, je vais parler de ça. Ça fait, parfois, vous avez l'impression que c'est un peu des montagnes russes, mais finalement, c'est le quotidien. Hein, quand vous faites de la pédiatrie, quand vous faites de la dermato, vous passez d'un prurite à une lésion suspecte, à une maladie inflammatoire chronique. Et surtout, j'espère ne pas vous perdre. Si c'est le cas, vous m'interrompez. Première observation, ce petit, ça c'est cette semaine, quelque chose d'assez simple en fait. Alors par contre, la régie, c'est pas terrible. Je pense qu'il va falloir faire une mise au point parce que c'est très flou. La régie. Ouais. Vous pouvez faire affiner un peu. Bon, c'est un enfant, c'est un tout petit 1 an. Il a fait une rhinoconjonctivite. Depuis 10 jours, il a ces lésions qui sont apparues au niveau péribuccal, qui sont érythémateuses, squameuses. Ils ont utilisé, alors je ne me souviens plus, mais en général, c'est des antibiotiques. Un peu de tridésonide depuis 2 jours, pas d'autres lésions hormis le visage. Ça, c'est du quotidien pour vous. Vous voyez, cette inflammation péribuccale, légèrement squameuse, souvent un peu granulomateuse. Quelqu'un veut prendre une position? Ouais, c'est mieux comme ça. C'est pas un piège. Hein. Là, je vous rappelle, c'est de la dermatologie courante. Alors, je vous montrerai qu'il y a des choses plus graves, même en courant. Bah, voilà ma réponse. 6h56 du matin, c'est-à-dire 5h56 pour vous. Aspect de dermite périorificielle, ça vous en voyez tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait sur une dermite périorificielle, en dehors de ma réponse? Classiquement, comme c'est sec, on met du gras. Comme c'est inflammatoire, on met des anti-inflammatoires. Donc c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Le gras va entraîner une occlusion des ostiums folliculaires, donc va plutôt aggraver la dermite périorificielle, et la cortisone va plutôt favoriser les proliférations microbiennes, que ce soit du démodex, qui est un parasite, que ce soit des bactéries. Et donc, il faut être minimaliste. Il faut hydrater, mais pas avec du Cold-Cream. On va du plus léger, du plus hydrophile au plus lipophile. Et donc là, il va falloir mettre quelque chose de léger, 2-3 fois par jour, et éviter les corticoïdes. Ça nous arrive quand c'est très inflammatoire d'en mettre très ponctuellement pendant 2-3 jours, mais il ne faut pas en mettre. Ça va l'entretenir. Donc, hydrater et savon sur gras, oui. Je n'aime pas les préparations en général. On n'en a pas besoin. Donc, c'est CUZN, par exemple, dermocuivre. Oui, alors, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas fan parce que je trouve que c'est survendu un peu les crèmes à base de cuivre et de zinc. Ça aurait des propriétés antibactériennes. Ça pourrait être une bonne indication, là. Peut-être, oui. Mais en lait. Pas trop gras. Angela. En fait, c'est Angelina, parce que je trouvais vraiment qu'elle ressemblait à l'actrice sans ses boutons. Pas d'antécédents, elle a 15 ans. Et depuis 15 jours, elle a cette acné épouvantable. Pensez à quoi? Une acné juvénile? Acné de stress. Voilà, le stress, il a toujours bon dos. Non, le stress, ça déstabilise une maladie qui existe. Ça n'en crée pas.
Le stress n'a jamais créé un psoriasis. C'est un facteur déclenchant d'un psoriasis. Mais une acné n'est pas induite par un stress. Elle est aggravée. Mais là, elle a une acné sévérissime. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas envie d'attendre 6 mois qu'un dermatopédiatre la voie. Qu'est-ce qui peut donner en 15 jours une acné chez une enfant belle comme un cœur sans zone acné? Un cosmétique. Quoi? Ah, pas des crèmes, justement. Je réponds, moi, à la télexpertise, est-ce qu'elle n'aurait pas mis un corps gras? Effectivement, elle s'était mis de l'huile sur le visage. Toutes les huiles sont comédogènes. Hein, et ce n'est pas rare chez les adolescentes, chez les adolescents, d'en trouver. Donc là, je ne l'ai pas traité comme une acné. Je l'ai traité comme une acné induite. Où là, il y a surtout de la surinfection bactérienne. On est sur de l'acné inflammatoire, on n'est pas sur de l'acné rétentionnelle. Donc là, je l'ai mis 15 jours sous antibiotiques, type augmentin, par exemple, ou piostacine, pristinamycine. Hein? Donc on va traiter le cutibacterium, on va aussi traiter le staphylocoque, par exemple, qui est fréquemment présent sur ce type d'acné. Donc méfiez-vous sur une acné induite, une acné récente d'évolution ou d'aggravation. J'en ai vu par exemple des acnés en zone mandibulaire, suite à des massages avec des huiles essentielles. Que tout le monde sait que masser des mandibules avec des huiles essentielles sont importants pour la santé. Et donc il y a tout un tas de produits qui favorisent l'acné au quotidien. Et quand vous regardez les cosmétiques, c'est à droite, c'est à peine lisible. En fait, tout ce qui est à base d'huile, tout ce qui est corps gras, favorise l'acné, en fait, obstrue les follicules pileux. Donc, pensez-y. Et on a aussi énormément de médicaments. Là, c'est une acné aggravée par de l'huile de coco. C'est une vraie acné qui était mal soignée. Ce gamin retourne au pays, son papa, pensant bien faire, lui met de l'huile de coco. Il est arrivé chez nous avec 42 températures, une acné extrêmement inflammatoire, pustuleuse, qu'on a traitée par antibactérien en urgence. Vous voyez, c'est plus qu'une acné, puisqu'il y en a sur le cou, il y en a sur le tronc. Ça, c'est une acné induite par des dermocorticoïdes. Alors, c'est assez étonnant parce que les acnés par anti-inflammatoires sont inflammatoires. Elles ne sont pas comédoniennes. C'est une petite qui avait un shampoing à base de cortisone. Ça, c'est une acné induite par des crèmes dépigmentantes qu'on ne voit pas au Maroc, mais qu'on va voir en Afrique, dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Et c'est une acné particulière parce que vous voyez, d'abord, la peau est très claire chez cette jeune fille qui était par ailleurs beaucoup plus sombre. Et c'est une acné qui est souvent nodulaire, avec des dyschromies du visage. Alors, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais on le voit très très bien sur celle-là. C'est un petit d'origine sénégalaise, dans mon souvenir, qui avait de la cortisone, non pas, et en fait, il avait cette dermite périorifficielle, cette acné bizarre, cette peau très blanche. Et la maman me disait non, je ne mets rien, je ne mets rien. Et en fait, on a su très tardivement que c'est la grand-mère qui mettait de la cortisone pour blanchir le visage de cet enfant. Donc, méfiez-vous de tous ces produits qui favorisent les acnés. Et là, à droite, vous l'avez après arrêt, c'est pas après traitement, c'est juste après arrêt de la cortisone, qui a retrouvé son teint normal. Acné sous cyclosporine. D'accord? Donc, méfiez-vous de ces acnés inhabituels. Pensez toujours à des agents externes ou internes pour les médicaments. Des névus atypiques. Là, vous avez une lésion pigmentée et avec des petits névus dedans, des petites taches noires. Ça, vous en voyez pas tous les jours, mais c'est quelque chose de très, très fréquent. Vous connaissez cette entité? C'est ce qu'on appelle le névus pilus. Et c'est une particularité, c'est un névus qui se développe finalement sur une tache café au lait. Et vous avez la tache café au lait, vous avez des petits névus, avec le temps, vous avez d'autres lésions qui vont apparaître. Donc, grosse angoisse, des lésions pigmentées sur une lésion pigmentée ancienne, suspicion de mélanome. Non, c'est une entité en soi qui va donner des petites macules pigmentées au fil du temps. Voici un autre exemple. Vous voyez des névus sur une tache café au lait, ce qu'on appelle un névus pilus. Une forme encore plus caricaturale de multiples lésions pigmentées au sein d'une tache café au lait. Toujours un névus pilus. En théorie, pas de risque de transformation en mélanome. En fait, il y en a, puisqu'on en décrit, je ne vais pas dire régulièrement, mais c'est publié. Et donc, comment vous faites pour cette lésion? Il n'y a pas besoin de voir un dermatologue. Il n'y a pas de risque de transformation majeure. Vous surveillez, vous ne surveillez pas? Vous surveillez. Pourquoi? Il n'y a pas de risque. Donc, pourquoi surveiller? Surveiller, ça crée un stress. Moi, ce que je dis aux parents, c'est de prendre une photo et de la mettre dans le carnet de santé et de temps en temps vérifier qu'il n'y a pas de modification, sachant que ces névus vont se modifier jusqu'à l'adolescence, mais pas de modification très anxiogène, je dirais. Et en fait, ce névus pilus, il était particulier. Il avait une tache grise dessous.
Donc, c'est quoi comme névus? Ça devient compliqué, hein? Nevus spirillus arduus. Donc, spilus, c'est pas spirillus. La spiruline, c'est autre chose. C'est spilus, comme des poils. Et c'est un névus sur névus bleu géant. Et c'est intéressant parce que je discutais avec une collègue. Maintenant, il y a des études génétiques sur ces lésions. Et donc, ce sont des mutations différentes sur névus spilus et sur les névus bleus. C'est un névus géant, donc un risque de transformation en mélanome, en théorie. Est-ce que celui-là a un risque fort de se transformer en mélanome? Là, vous savez, les névus géants, c'est plus de 20 cm à l'âge adulte. Lui, il fera plus de 20 cm à l'âge adulte. Bah, on considère que non. Les névus bleus sont à risque nul ou quasi nul de transformation en mélanome. Et de toute façon, on ne pourrait pas l'enlever. C'est trop compliqué chirurgicalement. Et on sait que dans les névus géants, les mélanomes se développent à distance le plus souvent. Donc on n'est même pas sûr, si on l'opérait, de réduire le risque de mélanome. Donc on est sur un risque quasi nul, un risque chirurgical important. On peut surveiller. Le problème des mélanomes sur névus bleus, c'est qu'ils vont se développer en profondeur. Donc c'est très difficile de faire le diagnostic. Donc pas d'inquiétude. On les rassure, on prend une photo. Soit nous, moi j'en ai pris parce que je trouvais que c'était assez joli. Mais vous prenez une photo, demandez d'imprimer même sur du papier, mais à mettre dans le carnet de santé. Celui-là, c'est quoi? C'est une ombre. C'est juste pour illustrer, quand vous envoyez des photos, faites des belles photos. Parce que ce petit, on m'a adressé les photos pour une dermatite atopique. Donc faites attention aux ombres, faites attention à vos photos, faites des belles photos, ça nous aide à faire le diagnostic. Cassis, encore un névus atypique, névus congénital de grande taille, une bonne dizaine de centimètres, chez un grand ado, pileux, et qui devient blanc. En tout petit, ça s'appelle comment? Vous avez un petit névus avec une tache blanche autour? Si vous connaissez, c'est le halonévus de Sutton. Monsieur, vous connaissez, je vous en montrerai. Et ce phénomène de Sutton, qui est finalement une réaction de type vitiligo sur un névus, va entraîner la régression du névus. Et vous voyez que la pigmentation est quasiment disparue. Et on a même les poils qui sont devenus blancs. On appelle ça comment, des poils blancs? Là, je vous ai déjà perdu. Une canicie, C-A-N-I-T-I-E. C'est le terme réservé en dermatologie pour des poils blancs. Donc, c'est un phénomène de Sutton sur un névus congénital. D'accord? On peut le voir sur un névus pilus. Ça aussi, c'était chez un enfant. Vous voyez le halo blanc autour du névus pilus. On rassure, c'est plutôt un signe de bon pronostic, c'est une lésion qui va régresser. Ça ne veut pas dire qu'il a un vitiligo. On peut l'avoir sur un névus du cuir chevelu. Cet enfant est né avec une mèche noire sur fond marron, c'est évolué vers une mèche blanche sur fond marron. Donc le vitiligo, vous savez, va donner une canicie. On a eu des très beaux exemples, nous en France, pendant le Covid, puisque notre Premier ministre avait un vitiligo de la barbe, ainsi que le directeur général de la santé. Tous les deux avaient un vitiligo avec une canicie de la barbe. Donc ça, c'est un névus congénital qui a évolué, qui a une réaction de type vitiligo, de type halonévus de Sutton, avec canicie. C'est ça que vous connaissez. C'est finalement exactement le même phénomène, mais sur des névus un peu inhabituels. D'accord? Donc ça, c'est plus fréquent dans le vitiligo, mais si vous avez un halonévus de Sutton, ça ne veut pas dire que l'enfant fera un vitiligo. C'est important, regardez quand même. Mais n'inquiétez pas les parents inutilement. Le plus souvent, ça apparaît, ça disparaît tout seul, et le névus va disparaître. D'accord? Quelques névus atypiques, c'est bien de faire quelques rappels. Brigitte, 5 ans, prurite inexpliquée. Effectivement, elle a des lésions de grattage. Ça, c'est une téléexpertise. La photo, je vois rien. Qu'est-ce que vous faites? Je réponds une demi-page, là. Il y a plein de choses à dire. Et ça, vous en voyez des enfants qui se grattent. C'est un prurite. Quand on n'a pas de diagnostic clinique, dermatologique, c'est ce qu'on appelle un prurite cinémateria. Et que faites-vous? N'appelez pas le dermatologue, c'est dans 6 mois. Vous n'allez pas laisser l'enfant se gratter 6 mois. On va en discuter. D'accord? Là, on part sur un topo, une demi-heure, 3/4 d'heure uniquement sur le prurite. Alors, ce qui est bien chez les enfants, c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui se grattent sans raison.
Chez les adultes, quand j'ai un collègue qui m'adresse quelqu'un pour un prurite, je sens que ce n'est pas un cadeau qu'il me fait. Monsieur Belaïch, qui est un des derniers grands patrons, je dirais, qu'on a eu à Paris, avait sorti un jour où il avait été mis en difficulté sur un problème de prurite, et j'aime beaucoup cette phrase, il n'y a pas de maladie prurigineuse, il n'y a que des malades qui se grattent. C'est-à-dire que même quelque chose qui n'est pas censé être prurigineux peut gratter. Inversement, vous avez des gales qui ne vont pas gratter. Donc le prurite, ce n'est pas un signe absolu, d'accord? Surtout chez les adultes. Chez les enfants, en général, si. Et j'aime bien montrer cette photo qui illustre cette citation de M. Belaïch. C'est une enfant qui venait, parce qu'elle avait des plaques. En fait, elle avait 3 fois rien. Je dis aux parents, elle se gratte votre petite? Non, non, elle ne se gratte pas. Vous voyez les coups d'ongles sur le dos du pied? Elle ne se gratte pas, elle se gratte furieusement. Parce que c'est rare qu'on voit un enfant s'écorcher comme ça à 2-3 mois de vie. D'accord? Donc, le prurite, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous faites déjà devant tout prurite? Quelqu'un qui vient pour un prurite, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est de mettre des gants. C'est un petit conseil. Ce n'est pas à la fin de la consultation qu'il faut vous dire « j'aurais dû mettre des gants ». D'accord? Quelqu'un qui se gratte, a priori, il peut avoir la gale, on met des gants. OK? Donc, là, on va voir 5 points. La démarche diagnostique devant un prurite localisé, c'est un phénomène qui n'est pas rare, qui est même, je pense, assez fréquent en pédiatrie. On va voir la même chose sur un prurite généralisé. On va voir les complications non spécifiques de tout prurite. Comment on traite un prurite? Je suis sûr que là, vous avez un enfant qui vient avec un prurite, la moitié sort avec un antihistaminique. Dans la moitié, voire les 9 dixièmes d'entre vous allez mettre un antihistaminique. Parce que c'est le traitement miracle du prurite. Ça marche sur quoi, les antihistaminiques? Sur les prurites avec histaminolibération. C'est-à-dire aucun des prurites que vous voyez au quotidien. On est d'accord, hein? Et puis on va faire ça c'était une demande apparemment de la PELIP, enfin, c'est sûr même, hein, un point sur la gale du nourrisson. Donc, un petit rappel sur les prurites, ça peut toucher la peau, les semi-muqueuses. Un enfant ne se gratte pas en général avant 2 mois. Hein, la maturité neurologique ne permet pas d'avoir cette sensation, semble-t-il, parce que c'est difficile à évaluer évidemment. Et tout un tas de stimuli peuvent démanger indépendamment de toute pathologie. Vous mettez de la laine sur la peau, ça gratte. Vous mettez de l'eau chaude sur une peau un peu sèche, ça gratte. Vous mettez il y a tout un tas de stimuli chimiques qui peuvent gratter indépendamment de toute pathologie. Hein. Et l'expression, elle est variable en fonction de l'âge. Donc, devant un prurite isolé, on va avoir 3 situations. Le prurite anovulvaire, le prurite occipital et le prurite palpébral. On aurait pu faire toutes les zones, hein, le prurite nasal, le prurite palmaire, etc., mais je me suis concentré sur ceux-là qui me paraissent des phénomènes assez fréquents. Alors, les prurites anales et anovulvaires, je crois qu'il faut... Enfin, dans la réflexion, et je pense que vous êtes d'accord, les petites filles ne se grattent pas sur la vulve, elles ne se grattent pas sur l'anus, elles vont se gratter sur toute la zone anovulvaire. Alors que les petits garçons vont se gratter l'anus, vont se gratter le gland de façon séparée. Anatomiquement, c'est plus éloigné, évidemment. C'est à peu près la même approche que pour le prurite généralisé. La première chose, c'est d'éliminer une étiologie simple. Pour vous, le plus souvent, ça va être une oxyrose. Moi, je n'en ai jamais vu de ma vie. Parce que vous savez parfaitement les traiter et les prendre en charge. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et le deuxième réflexe, c'est la dermatose localisée. Et là, ça peut être un peu plus compliqué. Entre une vulve ou un anus un peu irrité et une vraie dermatose inflammatoire, prurigineuse, il faut trouver l'équilibre et savoir se dire, là, on n'est plus sur une simple irritation, une dermite irritative. Est-ce que le prurite psychogène existe chez la petite fille? Pour moi, non. Chez l'adolescente, méfiez-vous. Hein, vous savez, prurite vulvaire, chez une ado, il y a toujours l'angoisse d'une maltraitance. Donc chez le petit, non, il y a toujours une pathologie. Chez la plus grande, vigilance. Donc, dermatose localisée, peau anormale. Le point, on va regarder si la peau est anormale. Le danger, c'est qu'un enfant qui se gratte va modifier sa peau. Et la principale modification, c'est ce qu'on appelle la lichenification. Vous savez, c'est l'épaississement de la peau du fait des démangeaisons. Ça, on peut se l'induire nous-mêmes, hein, c'est pas compliqué. Vous grattez tous les jours un quart d'heure au même endroit. Au bout de 15 jours, 3 semaines, vous aurez une belle plaque de lichenification. Et donc, un enfant qui se gratte va se lichenifier. Et vous ne retrouverez plus la lésion élémentaire. Donc, il faut faire abstraction de cette lichenification pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le plus fréquent, c'est une dermite irritative, une dermite de macération. Donc là, on recadre un peu l'hygiène.
Mais ce que nous, on va rechercher, c'est le lichen scléroatrophique, hein, qui est une pathologie inflammatoire qu'on va voir plutôt chez la petite fille. En fait, je pense qu'il est un peu négligé chez le garçon, parce qu'avec moindre conséquence. Je parlerai aussi du psoriasis. En principe, il n'y a pas d'eczéma. La dermatite atopique ne donne pas de prurite anale, ne donne pas de prurite vulvaire. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone d'occlusion, donc d'humidité. Et l'humidité va contrôler la dermatite atopique. Il faut différencier, et c'est très difficile chez l'enfant, la dermatose prurigineuse de la dermatose douloureuse, ou de la dermatose qui brûle. Et la dermatose douloureuse, ça va plutôt être l'anovulvite, streptococcique ou staphylococcique. On peut avoir aussi des fissures qui peuvent être la cause, dans une maladie de Crohn, dans un psoriasis, ou qui peut être la conséquence du prurite. Hein, donc, ce n'est pas toujours très très simple. Juste un mot sur l'anite anovulvite streptococcique. Le pic, c'est vers 5 ans. C'est décrit comme aigu. Moi, je n'en ai vu que des chroniques, parce qu'en fait, ce sont des anites ou anovulvite streptococcique qui n'avaient pas été diagnostiqués. Donc moi, je les ai toujours vus au bout d'un mois ou deux, mais c'est toujours décrit comme une maladie aiguë, qui est plus douloureuse avec un érythème périanal. Périanal, c'est-à-dire que ça cerne l'anus. Il n'y a pas d'espace de peau saine entre l'érythème et l'anus. Ça, c'est important. C'est douloureux, on retrouve souvent une constipation, on se pose toujours la question, est-ce qu'elle induit l'anite ou est-ce qu'elle est la conséquence de l'anite? C'est rouge vif, souvent à limite nette, légèrement squameuse en périphérie. On peut avoir des pustules, de l'exsudate, de l'œdème. Ça s'étend volontiers à la vulve chez la petite fille. Je vais vous montrer une photo après. Et ça, c'est une discussion que j'avais eue avec notre ami, le professeur Cohen. Souvent, en fait, c'est staphylococcique et streptococcique. Donc, moi, je vous conseille systématiquement de faire une bactériologie. Vous pouvez faire un streptotest. Il sera positif si c'est streptococcique, mais vous ne retrouverez pas le staph. Donc, considérez que toute anite streptococcique est une anite strepto-staphylococcique et faites une bactériologie. Dans l'anite streptococcique, le streptocoque est intrakératinocytaire et non pas extracellulaire. Il se réplique très peu, donc il est moins sensible aux antibiotiques. Donc, on va le faire plus longtemps. Donc, faites un prélèvement bactériologique, vous serez sûr que c'est un streptocoque, vous mettez le bon antibiotique, et si au bout de 15 jours, c'est toujours pas guéri, vous serez certain de ne pas avoir fait une erreur et que vous pourrez continuer votre traitement. Donc, le traitement de référence, c'est l'augmentin, sous réserve que vous en ayez évidemment à disposition. Nous, ça semble aller un peu mieux, je ne sais pas où ça en est au Maroc actuellement. Vous en avez de l'augmentin? Sans difficulté, nous, ça va mieux. Donc, voilà des exemples. Donc, une anovulvite, vous voyez à gauche, hein, cet aspect brillant avec desquamation périphérique de l'anus et de la vulve par proximité anatomique, et une anite tout à fait classique là, chez un petit garçon. On verra après. C'est une particularité, c'est que cette anite streptococcique a déclenché un psoriasis en goutte. Et l'enfant venait pour le psoriasis en goutte. Et une autre anite à droite, toujours cet aspect bien brillant, bien limité, légèrement squameux en périphérie, un peu humide, moi je trouve, en pratique. Donc retournons à ces dermatoses prurigineuses, et là on va parler surtout du lichen scléroatrophique. Le lichen scléroatrophique, ça va surtout toucher la petite fille. Chez le garçon, comme c'est noté là, ça va toucher surtout l'anus et se révéler par un phimosis. Donc en fait, on voit très peu, enfin chez nous, parce que, mais même au Maroc, hein, avant circoncision, ça va se révéler par un phimosis. Ça peut toucher la vulve et l'anus. Chez le garçon, ça peut toucher le gland et l'anus, donc on regarde toujours les deux. Et il y a un prurite souvent sévère. Sévère qui va remanier un peu les lésions et entraîner par exemple des ulcérations. Mais le lichen par lui-même peut entraîner des ulcérations. Qu'est-ce qui va vous faire évoquer cliniquement un lichen? C'est l'aspect nacré. Vous voyez ce que c'est la nacre tous, hein? Un peu brillant, un peu scléreux. C'est le polymorphisme lésionnel. Des zones blanchâtres, des zones érythémateuses, des zones purpuriques. C'est le prurite. Quand il est évolué, c'est la disparition des reliefs physiologiques au niveau de la vulve de la petite fille. Hein, perte des petites lèvres quand elles sont développées, par exemple. Ça peut gêner la miction, ça peut donner une atrésie du méa et ça peut entraîner des problèmes de défécation en cas de lichen au niveau de l'anus. Chez les enfants, contrairement à l'adulte, c'est de très bons pronostics. Il semble que ça disparaisse avec le temps. On ne voit pas d'adulte avec un lichen qui s'est développé dans l'enfance, par exemple. Chez l'adulte, pourquoi ça nous inquiète, notamment chez la femme après la ménopause, c'est que on sait que ça peut évoluer vers des carcinomes épidermoïdes. Ce n'est pas le cas chez l'enfant. On peut rassurer totalement les enfants.
Le traitement, c'est un traitement au long terme, c'est un traitement au long cours. C'est dermocorticoïdes forts ou très forts. Plus vous allez mettre fort, je vous rappelle, moins vous aurez à en mettre. Jusqu'à disparition complète des lésions. Et dans le lichen, quand il est vraiment scléreux, ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez mettre du Dermoval tous les jours. Il n'y a pas d'angoisse. Ça n'a pas atrophié puisque c'est sclérosé. Hein. Donc ça pénètre mal, mais il faut absolument casser l'évolutivité de ce lichen. Et après, souvent, ce qu'on fait, c'est un traitement proactif. C'est-à-dire qu'on va faire 2 fois par semaine le Clarelux et retraiter ces rechutes, hein, pour éviter que ça revienne. Il semble que le lichen scléroatrophique, ça mette 1 an, 2 ans, 3 ans à disparaître. Hein, donc il faut vraiment faire un traitement proactif au décours. Donc voilà des exemples, dont une de notre ami Ralid. À gauche, vous avez un lichen avec cet aspect blanc nacré, bien limité. Et vous allez voir par rapport au diagnostic différentiel, qu'est-ce qui peut donner aussi une dermatose achromique comme ça, bien limitée? Le vitiligo. Mais vous allez voir sur les photos d'à côté, le vitiligo ne va pas donner ce type de lésion, par exemple. On ne voit pas. Vous voyez, là, au niveau de la fourchette en bas, vous avez une inflammation et des érosions. Le vitiligo n'en donne pas. Le vitiligo ne démange pas. Et une particularité que moi j'ai notée en revoyant beaucoup de photos de vitiligo, notamment du siège, c'est que ça ne touche pas la zone périorificielle. On a un respect de la zone périorificielle. Vous voyez ces vitiligo du siège, la vulve est respectée. Ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent. La zone périanale est respectée. Hein, le fond du pli est respecté, en fait. C'est comme si c'était finalement un phénomène de Koebner sur une irritation, une dermite irritative, donc qui va toucher surtout les convexités. Et ça ne démange pas le vitiligo. C'est une découverte fortuite par les parents lors d'échanges. Un autre diagnostic, oui. Non, moi je fais un traitement proactif systématique. Le problème du lichen, c'est que le diagnostic dans les phases très initiales est assez difficile. Donc je préfère un traitement proactif et suivre l'enfant en fonction un peu de la sévérité du lichen initial, au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, en fonction aussi de la compréhension des parents, hein, de le suivre quand même, pour expliquer ce que c'est qu'une rechute. S'il n'y a plus rien, moi je fais un traitement d'au moins 1 an en proactif. 2 fois par semaine. Un autre diagnostic, c'est l'hypopigmentation post-inflammatoire. Et ça, vous devez en voir. C'est un enfant qui fait un érythème fessier. L'érythème fessier disparaît et il y a une hypochromie qui persiste. Il n'y a pas de prurite. On est plus sur une hypochromie que sur une achromie. Le vitiligo, c'est blanc. Là, c'est pas tout à fait blanc-blanc. D'accord? C'est un blanc foncé. D'accord? C'est mal limité. Ça correspond à l'érythème fessier initial. Et il n'y a plus de démangeaison puisqu'il n'y a plus de dermite irritative. Et là, vous faites vitiligo d'ailleurs, j'en ai pas parlé, vous traitez ça ou pas? Corticoïdes, ça gêne qui ce vitiligo? Les mamans. Eh bien, ça m'est égal. Je ne traite jamais les mamans. Non, on ne fait rien. Cet enfant, dès qu'elle va retrouver une hygiène normale, ces 3 enfants, dès qu'ils vont retrouver une hygiène normale, ça va disparaître en fait. Donc vous mettez des émollients. Chez une ou deux petites, j'ai mis du tacrolimus. Vous avez l'élidel. Hein, le pimecrolimus, nous on a le tacrolimus. Vous pouvez en mettre, ça marche très très bien sur le lichen. Le problème des corticoïdes là-dessus, c'est qu'on a une dermatose qui ne gêne personne, qui ne démange pas, qui n'aura aucune conséquence à long terme. Donc il n'y a pas de raison de mettre des corticoïdes pendant des mois. Hein, parce que c'est des mois. Hein. Non, ça n'évite pas l'extension. Si une extension, elle aura lieu. Mais le traiter localement n'évite pas l'extension. Là, moi, je commence à les reprendre un peu tous ces vitiligos du siège. Sur 30 cas, je dois en avoir un où il y a un vitiligo étendu associé. Sur un vitiligo généralisé, chez un ado, on peut avoir une atteinte du siège, mais pas cette atteinte spécifique, comme ça, très très particulière de vitiligo. Donc ça, vous ne faites rien sur une hypochromie post-inflammatoire. Et quand c'est rouge sur blanc, ça devient compliqué, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que 2 pathologies qui peuvent donner une inflammation, entraînant l'un une hypochromie, l'autre un érythème sec, au niveau du siège par phénomène de Koebner, c'est-à-dire dermite irritative, probablement, et dessus se développe une pathologie. Un psoriasis sur un vitiligo. C'est joli, non? Oh, mais il a une chance incroyable. Ce sont 2 maladies qui vont disparaître sans aucune conséquence. Donc, il vaut mieux avoir ça qu'un petit diabète, par exemple. Hein?
On est d'accord. Donc ça, c'est pas grave du tout. Vous mettez juste des émollients, ça va disparaître avec le temps. Combien de temps? Moi, le psoriasis, je mets des émollients ou du cyclopyroxalamine après chaque change. Par contre, insistez bien après chaque change. D'insister sur l'hygiène. Eau, savon, on rince, on sèche par tamponnement, point barre. Pas de liniment, pas de lingette, aucun produit inutile. Ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre l'eau du robinet. Même l'eau calcaire, elle est parfaite. Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si elle est calcaire ici. L'eau, elle est calcaire au Maroc? C'est épouvantable, l'eau calcaire. Hein. Ça assèche la peau. Hein. L'eau calcaire, c'est très sec, comme tout le monde le sait. Non, l'eau calcaire n'a aucune conséquence sur la peau. Aucune. Aucune conséquence sur l'eczéma, aucune conséquence sur le siège. Vous pouvez utiliser toutes les eaux du robinet. Propre. Le lichen scléroatrophique chez le garçon, ça peut donner cet aspect nacré, vous voyez, périméatique, et ça peut donner un phimosis. Donc, sur le siège, le diagnostic de dermatose du siège, ça va être inflammatoire, c'est le psoriasis. Alors, on en a plusieurs aspects. Hein, je ne peux pas m'empêcher de vous parler du psoriasis, comme je travaille beaucoup dessus. Ça peut toucher les plis, les convexités, ou être diffus. On peut l'avoir chez le petit, on peut l'avoir chez le grand. Alors, quand est-ce que vous allez évoquer le psoriasis, comme on l'a vu là? Quand c'est sec, bien limité, qu'on a des lésions à distance, évocatrices de psoriasis, ça c'est encore plus facile. Et quand c'est chronique et que ça résiste à tous les traitements qu'on peut mettre, vous mettez quoi sur un érythème fessier? Beaucoup de choses, hein, je suis sûr. Faut mettre de l'eau et du savon, en général, ça suffit. Bon, un peu de CUZNN pour faire plaisir, de cuivre zinc pour faire plaisir à des personnes. Moi, j'aime bien la cyclopyroxalamine, le mycostère crème, qui est très anti-inflammatoire et qui est une très bonne galénique. Je suis un fan. Quand il n'est pas en rupture, mais il est génériqué chez nous, donc quand c'est génériqué, il y a moins de rupture. Je ne sais pas si vous avez les génériques aussi. Oui, je pense. Hein. Alors, on m'avait dit un jour, oui, il vaut mieux mettre les génériques que le Princeps parce qu'il y en a un qui a de l'alcool et pas l'autre. En fait, ils ont tous un tout petit peu d'alcool. Hein. Mais ce n'est pas gênant, il ne va pas être alcoolisé, l'enfant. Donc, vous voyez, on peut avoir sur un psoriasis du siège un aspect en W, un aspect en Y ou un aspect diffus qui est ni WY, parce que vous avez tous appris comme moi qu'on a des érythèmes fessiers en Y et des érythèmes fessiers en W. C'est un peu une construction qui, en pratique, ne sert pas à grand-chose. Chez le plus grand, vous avez des formes en plaques, vous avez des formes inversées, donc des plis. Vous voyez là, cet enfant, il peut se gratter à droite parce qu'il a des fissures du fait de son psoriasis. Et ça peut démanger, en fait, ça fait mal. Mais la nuance chez un enfant entre la douleur et le prurite est assez compliquée. Et on peut avoir aussi une anis streptococcique qui déclenche un psoriasis. Vous voyez, on tourne un peu en rond là. Hein. Tout ça est très lié finalement. Donc c'est assez intéressant. C'est bon pour le prurite anovulvaire, les principales pathologies. C'est bon? Prurite occipital isolé, vous pensez à quoi en premier? Comment? Des poux. C'est la pédiculose du cuir chevelu. Premier, quelqu'un qui vient, qui se gratte le cuir chevelu, un adulte aussi. Hein. Pensez aux poux. Et les adultes ont les poux. Contrairement à ce qu'ils croient. Il n'y a que les gens, comme le docteur Boumouche, qui n'ont jamais de poux. Tranquille, là. Hein. Quand on traite la famille, sauf papa. Mais les poux donnent un prurite occipital, je vous rappelle. Les diagnostics différentiels, il y en a deux. Le psoriasis et la dermatite atopique. Alors, vous en aurez d'autres, mais s'il y en a deux à rechercher, c'est le psoriasis. Là, on va souvent avoir une plaque bien limitée, squameuse, très sèche et peu prurigineuse. Mais toutes les études, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, sur le prurite, dans le psoriasis, montrent que 90% des gens se grattent et surtout en cas d'atteinte du cuir chevelu. Donc, le psoriasis du cuir chevelu, ça peut démanger. Et sur des chevelures, non pas comme celle du docteur Boumouche, mais avec une chevelure comme ça, c'est difficile à diagnostiquer. Voilà. Pardon. Bonjour. Donc, regardez quand vous examinez un patient, même s'il gratte le cuir chevelu, regardez le reste de la peau. Si vous avez des atteintes des coudes, des genoux, une onychopathie, ça permet de faire le diagnostic de psoriasis assez facilement. Je vous rappelle que chez l'enfant, 30% des enfants avec psoriasis ont une atteinte inguéale. Hein, donc, c'est assez fréquent. Alors, les enfants peuvent avoir les deux, hein, c'est-à-dire une plaque, et ils se grattent par des poux, et ils développent un psoriasis par phénomène de Koebner. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est quelque chose que vous observez, je pense, de temps en temps. C'est des enfants qui ont une plaque psoriasiforme au niveau de l'occiput. Et c'est toujours de la dermatite atopique.
Alors, si vous avez un doute, vous faites un test à la cortisone, vous mettez de la diprozone, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc, en fait, l'hypothèse, c'est que ça se développe sur des angiomes flammeus, et que c'est un phénomène pathergique, entre guillemets, au niveau de l'occiput. À cet âge-là, c'est difficile de définir s'il se démange ou pas, mais c'est surtout très, très sensible aux corticoïdes. Regardez le reste de la peau, souvent, vous avez de la dermatite atopique. Hein. Donc, pensez-y. Donc, 3 dermatoses qui grattent au niveau du cuir chevelu, les poux, le plus souvent, le psoriasis de temps en temps, et la dermatite atopique de temps en temps. Une fois que vous avez traité la pédiculose du cuir chevelu, vous pouvez mettre des dermocorticoïdes, évidemment, hein, sur l'eczématisation liée à la pédiculose. C'est bon l'occiput? Qu'est-ce qui gratte au niveau des paupières? Là, cet enfant se gratte furieusement les paupières. Le papa se gratte le pubis. Les morpions, pas les poux. Enfin, les poux pubiens. D'accord. Bon, les morpions, on est d'accord. Qui dit morpion dit MST. Et alors, c'est une MST là ou pas? Alors, pour la petite histoire, les parents étaient évidemment séparés. Le papa était connu pour cet enfant comme ayant des morpions. Donc, que fait la maman? Elle porte plainte pour maltraitance. Vous pensez que c'est une maltraitance ou pas? Comment un morpion peut aller sur les paupières d'un enfant? C'est une maltraitance à caractère sexuel. Enfin, physiquement, c'est compliqué. Non, parfois, il suffit de regarder le papa. Alors, ce n'est pas le papa que j'ai pris en photo, mais le papa avait une chevelure thoracique monstrueuse, une barbe de bûcheron. Et il avait les morpions qui étaient remontés. Il avait juste embrassé ses enfants. C'est comment? C'est un rugbyman, lui, oui. Ouais. Mais, non, mais parfois, il faut raison garder. Enfin, là, morpion des paupières, il ne faut pas évoquer en priorité une MST. Il faut essayer de comprendre pourquoi, hein, mais ça ne veut pas dire maltraitance. Vous traitez comment? Pas facile. Hein. Du henné? J'ai entendu? Non? Je ne sais pas, peut-être, hein, ça marche peut-être. Alors nous, on met de l'ivermectine, parce qu'on en a. Moi, je mets de l'ivermectine. Certains me disent, non, mais je mets de la scabiole. Je ne sais pas trop comment mettre de la scabiole sur les paupières. Donc certains me disent, je peigne. C'est pas très bien codifié, en fait. Hein. Donc, faites avec les moyens du bord. Alors, il y a d'autres, évidemment, des dermatoses, mais là, qui ont des symptômes, qui entraînent des prurites. Le principal, c'est la dermatite atopique, évidemment, ou les eczémas de contact, ou l'eczéma de contact sur dermatite atopique. Les dermatophysies, qui peuvent démanger, le psoriasis, la démodicidose, là, on est sur la dermite périorificielle avec atteinte palpébrale. J'aurais dû mettre une photo, je suis désolé, je n'en avais pas mis. Mais là, on a toujours des signes cutanés associés. Voilà 4 exemples, des yeux magnifiques. C'est pour ça que j'ai sélectionné ceux-là, surtout les deux du haut. Des beaux yeux bleus, des beaux yeux verts. Où est-ce que vous voyez une dermatite atopique? En haut à gauche. D'accord. Où est-ce que vous voyez un eczéma de contact? Où est-ce que vous voyez une dermatophysie? Et où est-ce que vous voyez un psoriasis? Alors, le psoriasis et la dermatite atopique, quand vous avez un doute, en général, c'est symétrique, c'est bilatéral et symétrique. D'accord? Alors, celui-là, il est particulier. Un psoriasis en lunettes est en bas à droite. Il est très particulier. Hein, bien souvent, on a des petites atteintes des paupières, mais lui, il avait vraiment une atteinte en lunettes. Et vous retrouvez la plaque de psoriasis, c'est un érythème squameux, bien limité, peu prurigineux. En bas à gauche, c'est une petite qui avait une... Alors, en haut à gauche, oui, c'est vraiment le regard de la dermatite atopique, le regard triste, le regard sombre, très gris, avec le double repli palpébral de Denis Morgan. Cette petite, elle rentre dans votre cabinet, même si elle vous parle de sa bronche, de son asthme, vous lui parlez de sa dermatite atopique. Et en bas à gauche, c'est une petite qui avait une dermatite atopique, et la première fois que je la vois, elle avait des yeux lichenifiés, tellement elle se grattait. Je la soigne, je mets au début du Dermoval sur les paupières, même si ça peut vous faire vous inquiéter, mais sur une lichenification, il faut du Dermoval si vous voulez que ça fonctionne. Je mets du Dermoval, je passe, elle est transformée, je traite le reste, on passe en traitement proactif, donc 2 fois par semaine du tacrolimus, donc vous du pimecrolimus, plus rien. Et là, alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais on était le 28 décembre. Et cette petite à 15 ans, c'était la première fois de sa vie qu'elle se mettait du vernis à ongles, parce que sa dermatite atopique était contrôlée.
et c'est fait un eczéma de contact au vernis à ongles. Hein. Et c'est classique. Hein. L'eczéma de contact au vernis à ongles, il n'est pas sur les doigts, il est sur les paupières. Parce que la première chose qu'on fait le matin, c'est de se gratter les yeux. Et la dermatophysie, pensez-y sur une atteinte érythémato-squameuse unilatérale. Et là, quand on se balade, là ce matin, avec Khalid, on est allé à Rabat et à Salé, il y a plein de petits chats qui sont mignons comme tout. Alors ça, si vous voulez faire des dermatophysies, c'est formidable. C'est expérimental. Hein, vous les caressez, vous frottez les yeux, et vous aurez le même œil. Alors peut-être pas le beau vert de cette petite, mais vous aurez la même lésion que cette petite. Hein, et c'est classique chez les enfants, moi j'en ai vu plusieurs. Et je me souviens d'une enfant qui revenait d'un hôtel-club en Tunisie, qui avait une dermatophysie. Là, vous voyez, ce qui est particulier, pardon, je reviens sur la clinique, c'est la bordure érythémato-squameuse avec la guérison centrale. Et ça signe la dermatophysie. Et la petite, elle était avec sa maman en Tunisie. Évidemment, la maman, comme toutes les mamans, dit « Tu ne touches pas au chat ». Donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils font dès que la maman a le dos tourné? Ils sont mignons, les chats. Quoi. Et bien sûr, elle avait été jouer avec les chats et elle s'était contaminée. Je lui dis « Mais t'as pas joué avec les chats quand même ?» Et puis, voilà, elle est presque en larmes, la petite. Bah si, la mère l'avait grondée. La mère commence à la reprendre. Alors, évidemment, j'ai encouragé la gamine en disant « Mais tu as tout à fait raison, ils sont très mignons. C'est pas bien grave. » Mais pensez-y. C'est bon, les paupières? 5 pathologies. Et là, cas clinique 8, vous voyez, le 31 mars. Donc, c'était... Ah, je croyais que c'était plus récent, ça. Bizarre, je croyais que c'était plus récent. Éruption à type de plaque de xérose autour des yeux avec légère desquamation évocatrice d'eczéma, aucune amélioration malgré tridésonite, chromadose, c'est du chromoglycate de sodium, je ne sais pas à quoi ça sert. Que peut-on proposer à cet enfant de 3 ans pour ce qui semble être un eczéma des paupières? Oui, c'est de la téléexpertise, c'est une généraliste ou une pédiatre? Ça, c'est une généraliste qui m'envoie ça. Donc là, on a une lésion bilatérale, érythémateuse, squameuse, où on a l'impression qu'il y a une bordure quand même active, avec une guérison centrale. Alors, tel que je vous le décris, je vous oriente vers une dermatophysie, je suis malhonnête. Mais ce qui ne va pas, c'est que c'est bilatéral. Hein? Donc là, je leur ai quand même dit, je suis surpris par l'aspect de bordure active et la relative guérison centrale, aussi je m'entraîne plutôt vers une dermatophysie palpébrale, vérifier que la petite n'a pas joué qu'un animal à poil. Le grattage des yeux expliquerait la localisation. En pratique, je ferai prélèvement mycologique, mycostercrème. Alors j'aime bien le mycostercrème parce que c'est anti-inflammatoire, donc même si c'est du pso, ça marche. Et à revoir dans un mois. Hein? Alors ça, je trouve que cette observation n'est pas inintéressante. C'est-à-dire que on me demande un avis, je ne peux pas trancher. Mais on fait ce qu'il faut pour avancer. Parfois, il ne suffit pas... Le diagnostic n'est pas le plus important. L'important, c'est la guérison à la fin. Hein? Et là, cette conduite, c'est pragmatique. Je n'avais pas envie de la voir, c'est surtout que je n'ai pas le temps. Je fais la téléexpertise, je leur donne des conseils. Il y a 9 chances sur 10 pour que dans un mois, il n'y ait plus rien. Et c'est l'objectif d'une téléexpertise. Alors, on ne va pas tout faire. Chez les adultes, il y a plein d'hommes qui se grattent le scrotum. J'ai même vu un syndrome de Cushing chez un monsieur qui se grattait tout le temps et qui mettait du Dermoval. Il a fait un Cushing, un vrai. Hein. Donc, le nez, etc., etc. Donc, non. C'est bon, les prurites localisées? Vous voulez que je parle d'un autre prurite localisé? Vous avez une expérience douloureuse? Professionnelle, pas personnelle? On passe au généralisé. D'accord? Donc, algorithme, on y limite une dermatose prurigineuse. Invisible ou visible. Parfois, vous avez un œil plus fin que le patient. Les médicaments, toujours, hein, en dermatologie, dès que vous avez une dermatose, pensez toujours médicaments. Il y a des médicaments qui grattent. Et ça, c'est facile comme diagnostic. Et après, on va aller vers le prurite cinémateria, les prurites pour lesquels il n'y a que des lésions de grattage sans aucune lésion élémentaire dermatologique. Donc, les dermatoses prurigineuses, c'est la grande majorité. L'exemple typique, c'est la dermatite atopique. On va passer dessus. Là, vous voyez, il se gratte tellement que les pédiatres qui l'avaient hospitalisé avaient même mis les doigts dans du sparadrap, ce qui n'est pas très sympa. Hein. Si vous avez le choix, mettez plutôt dans une chaussette en coton que dans du sparadrap, parce qu'après, il faut l'arracher, le sparadrap. Donc, vous demandez toujours, ça gratte pas. Nous, dans nos solutions d'expertise, ça fait partie des items à compléter. Est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est chronique? Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Ça, c'est pas inintéressant.
Puis vous faites un examen complet, qui inclut vraiment l'examen physique. La sécheresse cutanée par elle-même peut démanger. On a tous une peau plus ou moins sèche. Je sais qu'au Maroc, vous n'avez pas beaucoup de chauffage, vous n'avez pas besoin. Nous, en France, là, on commence à chauffer. Quand on chauffe, on assèche l'atmosphère. Donc, taux d'humidité qui s'effondre sur une peau sèche, ça démange. Il ne faut pas aller plus loin parfois. Un bain chaud, une douche chaude. La peau, ce sont des cellules. La cellule, c'est du gras. Je vous rappelle, je vous renvoie vers vos cours des premières années de médecine. La membrane cellulaire, ce sont des triglycérides. C'est du gras. Si vous chauffez du gras, ça fond. Donc, pensez-y, à ces petites choses simples, il y a des substances irritantes, la laine, le synthétique, le gant de crin. Vous avez tous vu des mamans soigner des lésions qui grattent avec des gants de crin. C'est de la maltraitance. Parce que plus vous allez démanger, plus ça entraîne d'histaminolibération des mastocytes et plus ça va démanger. Donc, on tamponne quand un enfant se gratte. C'est aggravé au sport. Moi, je pense que tous les enfants doivent faire du sport. Il faut savoir que ça aggrave le prurite par la sueur qui est irritante, et aussi pour les enfants qui vont à la piscine, par le chlore de la piscine. Donc pensez-y, parce que moi, je considère, j'ai un test entre guillemets. Si on arrive à faire retourner un enfant vers la piscine, c'est qu'on l'a soigné. Donc ça, c'est important. Donc moi, chez les enfants qui vont beaucoup à la piscine, les nageurs par exemple, ce que je leur conseille systématiquement, c'est de se redoucher après à la maison. Je ne sais pas si c'est pareil au Maroc, mais en France, quand vous allez à la piscine, que vous douchez, l'eau de la douche est elle-même extrêmement chlorée. Je pense que c'est pareil au Maroc, donc je leur demande, notamment les petits atopiques, de se rincer dès qu'ils rentrent à la maison. Donc la sécheresse cutanée par elle-même peut démanger spontanément ou avec des facteurs déclenchants. Un problème que moi je rencontre beaucoup à Argenteuil et je pense auquel vous êtes aussi beaucoup confrontés, c'est le prurite sur peau pigmentée. Parce que rose sur noir, ça fait noir. Et oui. Donc c'est très difficile d'avoir la lésion élémentaire. Et c'est le vrai pour la dermatite atopique. Sur peau pigmentée, phototype 6, c'est parfois très compliqué à diagnostiquer. Et pourtant, on a des petits signes qui nous permettent d'affirmer la dermatite atopique. Les variations de pigmentation. Soulage nous a montré qu'il y avait plusieurs noirs. C'est pareil sur la peau. La vitropression. Vous savez, la vitropression, vous en prenez, vous mettez à l'époque où il y avait des montres avec des verres bombés, vous mettiez un verre de montre que personne n'avait dans sa poche, mais ça faisait disparaître l'érythème. C'est simple, vous appuyez, vous voyez que la pigmentation, comme un érythème, quand vous appuyez sur un érythème, vous appuyez, c'est blanc, il faut 1 à 2 secondes pour recolorer. Vous pouvez le faire sur peau pigmentée. L'atteinte folliculaire est assez spécifique de l'enfant de phototype 6 ou 5. Vous allez avoir une petite desquamation folliculaire ou des petites papules folliculaires, ce qu'on appelle un rehaussement folliculaire de la dermatose. Et cette petite est une dermatite atopique typique. Pourtant, elle a une peau comme ça, d'allure quasiment normale. Mais vous avez des variations de pigments. Vous voyez, dans la zone sous-mammaire, c'est beaucoup plus sombre. Vous avez le rehaussement folliculaire, des espèces de papules folliculaires assez diffuses. Des petites desquamations folliculaires. Et cette petite, si elle se gratte, vous n'avez pas à faire un bilan, c'est une dermatite atopique qui n'est juste pas soignée. Voilà un autre exemple sur plutôt un phototype 4-5. Et vous voyez ces petites papules folliculaires. Il n'est pas rare que moi, on m'adresse pour prurite des enfants qui ont une dermatite atopique sur peau pigmentée. Et en fait, quand vous les voyez comme ça, c'est une dermatite atopique. Donc, vous avez des petits signes qui vous permettent quand même de redresser le diagnostic et dire qu'il y a une vraie dermatose inflammatoire sur cette peau. Donc voilà un cas un peu plus classique avec des excoriations. Vous voyez l'atteinte de la face antérieure des bras, des excoriations, des lésions de grattage. Mais finalement, ce n'est pas aussi parlant que sur une peau très claire. Il n'y a pas l'érythème de la peau claire. Donc pensez-y, sur une peau pigmentée, les symptômes peuvent être minimes. Bon, les deux grandes dermatoses qui grattent, vous les connaissez? L'eczéma et la gale. Les différences sémiologiques, ça ne vous pose pas de problème? Non? Bon, alors on passe. Non, je vous rappelle, dans la dermatite atopique, c'est chronique. Dans la gale, c'est récent, c'est acquis. Dermatite atopique, c'est diurne et nocturne. Dans la gale, c'est diurne avec aggravation nocturne, chez le grand enfant, pas chez le petit. On a les zones bastions dans la dermatite atopique et on a les zones bastions de la gale. Les zones bastions, face antérieure des poignets, les ceintures, la poitrine chez les femmes et les organes génitaux externes chez les hommes. On va avoir des plaques,
on va surtout avoir des excoriations, on va avoir des signes de DA, des signes de gale. Et dans dermatite atopique, c'est isolé. Dans la gale, on va chercher un prurite familial. Donc ça permet sommairement de différencier les prurites de ces deux dermatoses, qui sur peau noire, parfois, peuvent poser d'authentiques problèmes diagnostiques. Un exemple, alors c'est un adulte, parce que je n'ai pas vu d'enfant avec ce type de pathologie, qui vous montre que c'est parfois difficile la gale. C'était le chef de service de gériatrie de l'hôpital d'Argenteuil à l'époque. J'arrivais, moi. Je ne sais pas si c'était un test. Il se grattait depuis un mois, examen, rien, bilan, rien. Je fais un bilan, un gros bilan, hein, même un scanner. Je crois que j'ai fait un scanner thoracodibonopelvien. On fait les traitements conventionnels qui sont inefficaces. Je décide de faire une photothérapie. Il me dit non, en fait, ma femme a la gale. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait le diagnostic de gale. On a le droit de passer à côté. Hein. C'est pas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Donc la gale des gens propres, c'est très très difficile à diagnostiquer parce que par définition, il n'y a aucune lésion. Donc si vous n'avez pas le prurite familial, vous faites un traitement d'épreuve comme ça vous tenterait? Oui. Donc vous traitez monsieur, toute la famille. Est-ce que vous avez toujours fait un traitement de toute la famille? Oui, bien sûr, ça m'étonnerait, ouais. Je suis sûr que ça vous arrive de traiter un enfant. Ouais, c'est pas ce que je vois, moi, dans ma pratique. Alors, il y a des dermatoses qui démangent, il faut y penser. Si vous pensez à un psoriasis, là, vous pourriez penser à un psoriasis qui gratte furieusement, c'est pas un psoriasis. Ça peut être un lichen. Il y a des petites nuances sémiologiques. C'est plus violine que rouge. C'est plus limité, c'est plus papuleux avec des squames très très fines, ce qu'on appelle nous des street Wickman. En fait, c'est juste des squames du fond des plis physiologiques de la peau. Ça va toucher la face antérieure des poignets. Ça ne va pas particulièrement toucher les coudes et les genoux, par exemple. Ça peut. Et on peut, alors on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais là, c'est un lichen avec une bulle sur le bord latéral du pied. Il n'y a évidemment jamais de bulle sur un psoriasis. Le petit, hein, qui a les deux photos là, les deux photos à droite, m'avait été adressé pour un psoriasis. Donc non, c'est un lichen. Hein, et ça démange fort. Vous faites quoi sur un lichen, à part l'adresser au dermatologue dans 6 mois? Corticoïdes? Locaux, généraux? Les deux. Moi, nous, on fait, alors, il faut être sûr du diagnostic. On fait une corticothérapie générale sur 3 semaines. 1 mg kilo une semaine, et puis on diminue sur 15 jours. Plus un traitement local. Et bien souvent, sur lui, je l'avais fait d'emblée, j'associe l'acitrétine, le soriatane. Je crois qu'il n'est pas disponible au Maroc. Parce que ça va être le traitement d'entretien. Le traitement d'entretien du lichen, c'est l'acitrétine, le méthotrexate, ou ce que vous avez, l'héliothérapie naturelle. Ça marche très bien, le soleil, quoi. Pour parler, le soleil, ça marche très très bien. Nous, on fait des UV aux gens qui ont des lichens. Sans en abuser, évidemment. Bon, l'urticaire, on va passer rapidement dessus. Je vous rappelle, chez le tout petit, c'est un aspect contusiforme, cocardiforme comme à droite. Ce n'est pas un érythème polymorphe. Les caractéristiques, c'est que c'est fugace, ça démange, c'est aigu. Hein, on peut dire à quelle heure exactement ça a commencé. C'est la seule dermatose pour laquelle les parents disent 4 heures, il a commencé à se gratter. Hein. Donc là, c'est antihistaminique. Les viroses, il y en a 2 qui grattent pour moi, la varicelle et le mégalérythème épidémique, qui peut être extrêmement prurigineux. Hein. Vous en avez vu récemment des mégalérythèmes? Nous, je vais revenir dessus tout à l'heure, on a une grande épidémie actuellement. Bon, les dermatoses qui grattent, c'est bon. Quel médicament gratte? L'insuline? La pénicilline? Ça donne des toxidermies, ouais. Mais il y en a qui grattent sans toxicité. Les opioïdes, ça libère l'histamine. L'aspirine, ça libère l'histamine. Les bêta-lactamines peuvent libérer l'histamine. Hein, donc, il y a des médicaments qui vont entraîner une histaminolibération sans forcément de plaque urticaire. Et moi, je l'ai vu fréquemment, notamment chez des femmes qui venaient d'accoucher, qui étaient sous morphine. Elles se grattent furieusement alors qu'elles n'avaient pas de prurite de la grossesse. Et en fait, on retrouve toujours des opiacés. Indirectement, par cholestase. Je vais vous montrer un exemple. Par xérose. L'isotrétinoïne, par exemple, de l'acné, va entraîner une sécheresse cutanée qui peut démanger. Hein, donc, vous avez tout un tas de causes, finalement, de prurite. Important, c'est la chronologie. L'isotrétinoïne, ça met 3-4 semaines à gratter. En fait, c'est le temps que la peau se renouvelle. L'histaminolibération, c'est quelques minutes à quelques heures. La cholestase, c'est très variable. Et une fois que vous avez éliminé ça, vous êtes devant un vrai prurite séné matériel. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de cause
cutanée, il n'y a pas de cause médicamenteuse, il y a une cause interne. Donc, je vous renvoie vers le film de Nanni Moretti qui raconte son histoire. Il a eu un lymphome et ça s'est révélé par un prurite. Et tout le film tourne autour du prurite et des médecins qui consultent, jusqu'au diagnostic de lymphome. Il y a une étude française qui a montré que chez 40% des adultes, on trouvait une cause au prurite cinémataria. Pour moi, je n'ai jamais vu d'enfant avec prurite cinémataria sans qu'on trouve une cause. Il y a toujours une explication. Je vais vous montrer des exemples. Victor, 13 ans, prurite extrêmement sévère depuis 3 mois, séparation familiale, échec scolaire, il se gratte furieusement. Donc sa pédiatre, spécialiste de l'ado, m'appelle en disant « Bon, je sais pourquoi il se gratte, son contexte actuel est suffisamment compliqué, il n'y a pas de souci. C'est un prurite psychogène, mais j'aimerais bien que tu le vois quand même. » Je lui fais un bilan de prurite cinémataria, LDH à 2 fois la normale, lymphomilaire, diagnostic, lymphome de Hodgkin. Ce n'est pas parce qu'on a ses parents qui se séparent, qu'on a un échec scolaire, qu'on dérive vers des pratiques douteuses, qu'on n'a pas le droit d'avoir un lymphome. Un peu la même histoire, prurite isolé. Anna, 14 ans, adressée pour prurite évoluant depuis 6 mois. Et en fait, Anna, elle met 3 mois à nous voir. Vous voyez, le même prurite féroce. Hein. Je n'ai jamais vu de prurite aussi sévère que ces 2 cas-là. Et le temps qu'elle prenne rendez-vous chez nous, un peu façon boumouche, tranquille, 3 mois. Mais entre-temps, elle a eu des énormes ganglions cervicaux, lymphome de Hodgkin. Hein. Donc, pour moi, ce sont les prurites les plus sévères que j'ai vues, le lymphome de Hodgkin. Ouais. Mais vous ne fâchez pas, j'allais y venir. Dans le lymphome de Hodgkin, dans 50% des cas à peu près, on peut avoir, dans 10 à 50%, on a des lésions non spécifiques, dont un prurite dans le Hodgkin. Alors après, il semble qu'en fonction du type histologique, le prurite soit différent. Il est écrit dans la littérature hématologique que ça débute en fonction de la zone du ganglion. Je pense que c'est faux, personnellement. Moi, je n'ai pas cette notion-là. Moi, ceux que j'ai vus, ils se grattaient furieusement, mais plus sur les jambes, alors qu'ils avaient des lymphomilaires, hein, surtout. Donc, je pense qu'il n'y a pas de lien avec la zone des ganglions. Mais là, j'insiste vraiment sur ces 2 photos. Je n'ai jamais vu des enfants qui se grattaient aussi furieusement qu'avec des lymphomes. Hein. Alors, moi, j'en ai vu 2. Après 20, 30 ans, je ne sais plus, je ne compte plus de dermatologie pédiatrique. Donc, ça arrive. Hein. Donc, pensez-y, vous voyez plus de lymphomes, moi, que de lymphomes, vous, que de lymphomes révélés par un prurite. Hein. Donc, pensez-y. Sofiane, 14 ans, prurite sévère depuis 7 jours, aucun antécédent, pas de consanguinité, mais vraiment rien, quoi. Vous faites un bilan? Rien, même, vous voyez, cliniquement, il me dit, le père me dit, il se gratte, on ne comprend pas. Je le vois vite parce que je trouve que le prurite, c'est quand même un des symptômes les plus insupportables qui puissent exister. Vous faites un bilan, là, ou pas? Sofiane, il va bien? Non? Après ce que je vous ai montré, vous ne faites pas de bilan? Bah, quand même. Je fais un bilan. Cholestase avec phosphatase alcaline à 2 fois la normale. Quelques jours avant le prurite, en fait, il a fait un tableau viral et donc l'hypothèse retenue, c'était finalement une hépatite cholestatique sur virose. Et en fait, tout est rentré dans l'ordre et le prurite a disparu. Donc, vous voyez, je vous dis, on peut toujours trouver quelque chose. Je n'ai pas recherché le virus, mais il y a une histoire qui peut expliquer pourquoi cet enfant s'est démangé. Plus joli encore, bon là c'est une adulte. Madame G, origine entière, 54 ans, prurite sévère depuis 6 mois, mais sévère, hein. Examen dermato, rien, même pas de lésion de grattage. Ça, c'est toujours embêtant. Hein. Les gens qui se disent « je me gratte furieusement », il n'y a pas de lésion de grattage. Bilan cholestase à 3 fois la normale. Échographie hépatique, normale. Je demande l'avis des hépatologues. Il y a des limites à mes compétences, pourtant larges. Il faut une biopsie hépatique, tuberculose hépatique. Alors, vous voyez, on peut faire des jolis diagnostics quand même. Hein. Bon, là, on a pu le sauver. Un autre exemple, garçon, un petit Algérien, ça c'était quand j'étais chef de clinique, donc ça commence à dater, de 21 mois, prurite sévère expliquée depuis l'âge de 2 mois, épisode de diarrhée, retard de croissance, ça sent mauvais là, vous êtes d'accord, retard de croissance, moins 3,5 DS, il se gratte furieusement. Des petits antécédents hépatiques dans la famille, cholécystectomie chez la maman et la grand-mère, pour cause de lithiase symptomatique, examen clinique des lésions de grattage, et là quand même on a des altérations du bilan hépatique,
avec une phosphatase alcaline à 2-4 fois la normale, la bilirubine élevée, les acides biliaires totaux très élevés, la norme est autour de 11, gamma GT normal. Peut-on avoir une cholestase avec gamma GT normal? Oui ou non? Quand? C'est pas dans les, c'est pas la réponse que j'attends. C'est quand il y a un bloc pré-hépatocytaire. La gamma GT est synthétisée par l'hépatocyte. Donc, si l'élimination se fait à la libération des acides biliaires, il y a une souffrance de l'hépatocyte et augmentation des gamma GT automatique. Si il y a un bloc pré-hépatocytaire, c'est-à-dire que les acides biliaires ne rentrent pas dans l'hépatocyte, il peut ne pas y avoir d'augmentation des gamma GT. Hein. Donc, on peut avoir des prurites hépatiques à bilan hépatique normal, sauf les acides biliaires. Biopsie hépatique normale. Et là, je demande l'avis de notre hépatologue local, origine ethnique, elle voit tout ça, la sphérité, la précocité. Elle nous fait le beau diagnostic de cholangite fibrosante familiale ou maladie de Bayler. Donc une maladie génétique du transfert, de l'élimination des acides biliaires. Ce qui est intéressant, c'est que ça soigne très bien d'un point de vue symptomatique. Le prurite hépatique. On met de l'acide urso-désoxycholique, ça chélate les acides, non, ça chélate pas, ça détruit, pardon. On a un chélateur qui est le questran, alors que l'acide urso-désoxycholique casse les acides biliaires. Donc vous pouvez les traiter, ils n'ont plus aucun symptôme. Et moi, j'en suis une actuellement qui a ce type de pathologie. La maman, elle régule elle-même l'acide urso-désoxycholique. Donc c'est super. Voilà, je suis allé un peu loin là. Excusez-moi, ça a sauté. Donc, prurite hépatique, toutes les cholestases peuvent donner des prurites hépatiques. S'il y a un examen à faire, ce sont les acides biliaires totaux. C'est ça qui démange. Donc, si les acides biliaires totaux sont normaux, l'enfant, même si les altérations du bilan hépatique, ça n'explique pas les démangeaisons. Donc, faites toujours un bilan hépatique classique, plus les acides biliaires totaux, il faut bien le préciser. Hein, c'est vraiment important. Et ça peut persister longtemps. Une hépatite toxique peut durer des mois, des années. Donc pensez-y et faites les acides biliaires totaux. Il n'est pas rare qu'on trouve des hépatopathies. Donc ça, nous, on a vu plusieurs cas, donc on les avait rapportés. Et quand on regarde la littérature, on a à peu près toutes ces pathologies. Les cholestases, on les a vues. L'anémie, alors moi, je n'ai jamais vu d'anémie qui grattait. Je ne sais pas pourquoi c'est dans les cas. L'insuffisance rénale chronique, ce n'est pas l'insuffisance rénale chronique, c'est l'hypercalcémie liée à l'insuffisance rénale chronique qui démange. Le Hodgkin, les hémopathies, les tumeurs solides, semble-t-il, le syndrome carcinoïde, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de dysthyroïdie, je n'ai jamais vu de diabète, je n'ai jamais vu de carence martiale révélée par un prurite. Jamais. Donc, c'est des choses qu'on répète. Je ne connais pas la pertinence exacte. Les parasitoses, je ne les recherche jamais, sauf si j'ai des raisons de les rechercher. Un enfant qui vient d'une zone à fort risque de parasitose intestinale, en cas d'hyperéosinophilie, je peux les rechercher. Les toxidermies, les entéropathies au gluten et haute malabsorption, je n'en ai jamais vu révélées par un prurite. Hein. Donc finalement, il ne vous reste pas grand-chose. Les cholestases, essentiellement. Et le Hodgkin. Donc moi, c'est le bilan que je fais assez systématiquement devant un prurite cinémateria après examen clinique, hein, je précise bien. NFS, iono-urée-créate, enfin surtout créate. Maintenant, je ne fais plus l'urée parce qu'elle est plus remboursée en France et l'iono ne m'apporte rien en général. La glycémie, parce que tout le monde parle du diabète, donc j'aurais l'air d'une cloche si l'enfant était diabétique et que je ne l'avais pas diagnostiqué. Calcium, bilan hépatique en insistant sur les acides biliaires totaux. Les LDH, alors ça, c'est avec mes 2 enfants, c'est du systématique, même chez l'adulte. TSH, anticorps antithyroïde. Les thyroïdites auto-immunes semblent pouvoir entraîner des démangeaisons. Et la parasitologie, uniquement 6 points d'appel. Je ne fais que ça. Je ne fais pas de radio, par exemple, en première intention. Est-ce que le prurite psychogène existe chez l'enfant? Je ne crois pas, je n'en ai jamais vu personnellement. D'accord? Devant un prurite, donc, dermatose, médicaments, pensée, LDH, acides biliaires totaux. D'accord? Complications non spécifiques. Ça, on va y aller rapidement. Pour moi, il n'y a pas de symptôme pire que le prurite permanent. Et on va y revenir sur le traitement. Je pense qu'il ne faut pas raisonner
différemment chez un enfant que chez un adulte. Alors, vous ne raisonnez pas beaucoup chez les adultes, vous allez me dire, mais un adulte, il se gratte, il ne va pas supporter qu'on lui dise je vous mets un traitement qui marchera dans 15 jours. Chez les enfants, c'est pareil. Lui, il ne va pas se plaindre, par contre. Donc, les complications de la lichenification, ça en images, on en a déjà parlé. Des enfants qui se grattent furieusement, de façon prolongée, vont avoir ce type de plaque, qui n'est pas la lésion élémentaire. La lésion élémentaire, on va la chercher ailleurs, sur des zones non lichenifiées, qu'on voit très bien à droite. Il a de l'eczéma plus de la lichenification. Et le traitement, c'est corticothérapie très forte, jusqu'à disparition. Et là, ça peut mettre 15 jours, 1 mois, à être efficace. À l'inverse de la dermatite atopique, qui va être contrôlée en 2 à 3 jours. Donc là, il faut vraiment les traiter fort et longtemps. La surinfection, parce que quand les enfants se grattent, le streptocoque, on l'a sous les ongles, on se gratte, on crée des plaies, on a un agent pathogène, une plaie, ça crée un impétigo. Voilà des exemples. L'ADA impétigénisé, la gale impétigénisée, c'est classique. Aux urgences, tout impétigo qui arrive doit faire suspecter une gale. Toujours, même en cabinet, je pense. Voilà d'autres exemples. Là, à gauche, en haut à gauche, on a même un ectyma, une pyodermite. Et on a beaucoup d'impétigo très sévères actuellement. Il semble que depuis 1 an, il y a une épidémie de streptocoque beaucoup plus invasive, beaucoup plus agressive, et on le voit en dermatologie. Donc nous, ça nous fait une jolie collection de photos. C'est bien parce que ça se soigne facilement. J'ai oublié de les mettre, les tiennes, j'aurais pu les mettre, mais tu m'as envoyé un très bel impétigo récemment. Et probablement le plus bel impétigo me vient de Mauritanie. Vous voyez, l'enfant était quasiment couvert sur 50% de son corps d'impétigo. Alors, je n'ai plus le nom du collègue, je suis désolé, parce que j'aime bien mettre le nom de la personne qui m'adresse les photos. Autre complication infectieuse, et le meilleur exemple pour vous, c'est la varicelle. Les enfants se grattent, ils peuvent faire des abcès, ils peuvent faire des impétigos, ils peuvent faire des scarlatines. J'ai même vu une nécrolyse épidermique staphylococcique sur une varicelle. On a une plaie, on a des ongles sales, on se gratte, on peut déclencher une infection grave pour peu qu'on ait le mauvais germe au mauvais endroit. Ça, ce sont un exemple de molluscum contagiosum qui avait été favorisé par le protopique. Mais c'est juste pour illustrer, parce que je n'ai pas de jolies photos de molluscum sur dermatite atopique. Il semble que dermatite atopique, on ait plus de molluscum, probablement par problème immunologique local, mais aussi parce que les enfants se grattant du fait de la dermatite atopique, ça les fait diffuser beaucoup plus. Vous les traitez comment, les molluscums sur dermatite atopique? Vous mettez de la cortisone ou pas? Il y a un blanc là. Sans la question piège. Bah oui, on met de la cortisone, bien sûr. La cortisone n'a jamais favorisé les molluscums. Et je pense même qu'en restaurant un épiderme normal avec une immunité normale, ça aide à guérir les molluscums. Donc traiter la dermatite atopique même sur les molluscums, il n'y a pas de souci. À l'inverse de l'élidel et du tacrolimus, qui sont, comme la cyclosporine, des vrais immunosuppresseurs qui vont favoriser la prolifération des molluscums. Comment traitez-vous le prurite? Le meilleur des traitements, c'est la cause. Coupez les ongles, rappelez quelques mesures d'hygiène simples, bain pas trop chaud, pas trop long quand on poussait de prurite, savon sur gras, c'est plutôt bon pour la peau, c'est simple et ça peut rapporter gros. Les antihistaminiques, uniquement sur les prurites par histaminolibération. D'accord? On ne met pas d'antihistaminique dans une gale. Personne n'en a mis. Si, tout le monde. Des pas trop sédatifs parce qu'ils ne sont pas autorisés chez les enfants. Pourtant, ce sont les seuls qui marchent. C'est en shootant les enfants qu'on va réduire le prurite. Clairement. Donc, pour l'urticaire, les antihistaminiques, et pour les prurites aux opiacés, pas très fréquent en pédiatrie. Pas trop. Donc, si les autres, c'est uniquement visée sédative, polaramine, atarax. Autrement, ça ne sert à rien. Les émollients, oui, si c'est sec. Sur une isérose, mettez des émollients, ça va améliorer le prurite. Et de façon générale, les émollients sont assez efficaces sur beaucoup de prurites. Alors, tous les émollients, n'utilisez pas forcément l'émollient le plus cher, sans parfum, sans parabènes, sans conservateur. Si vous avez un prurite sur un psoriasis, vous mettez de la Nivea, ça marche très très bien, ça ne coûte pas cher. Donc, adaptez la qualité de votre émollient à la dermatose sous-jacente. Pas besoin parfois de choses compliquées et chères. 1 à 2 fois par jour. Si vous utilisez des dermocorticoïdes, ne mettez jamais l'émollient juste avant le dermocorticoïde. Vous allez le mettre une demi-heure après. Vous n'êtes pas sûr si vous mettez l'émollient que le dermocorticoïde va être absorbé. D'accord? Donc ça, ce sont des petits trucs. Donc les dermocorticoïdes, ça marche sur tout. Si vous ne savez pas, mettez des dermocorticoïdes.
Pire, ça s'aggrave et ce sera plus joli pour les photos. Hein, mais ça marche sur tout. Donc, mais ça ne marche que s'il y a de l'inflammation. L'amocorticoïde ne va pas marcher sur une xérose, ne va pas marcher sur un prurite hépatique. Mais sur toutes les prurites avec inflammation, même sur la gale, ça va aggraver la gale. Mais ça marche transitoirement. Sur la dermite porificielle, ça marche transitoirement. Ça va l'aggraver à long terme. D'accord? Donc ça peut marcher, mais prudence. Donc prurite hépatique, 3 types de traitements. Les inducteurs enzymatiques, la rifampicine. Les chélateurs des acides biliaires, c'est la cholestéramine, le questran. Ou les destructeurs des acides biliaires, c'est l'acide urso-désoxycholique. Donc on a vraiment des traitements. L'intérêt, il est sur le foie, parce qu'on a comme des hépatopathies qui peuvent entraîner des cirrhoses, mais aussi on peut les traiter symptomatiquement. Donc, c'est très utile. On a le temps de parler rapidement de la gale du nourrisson, un petit quart d'heure? Ça roule. Je parle que du nourrisson, là, en plus. Hein. Particularité, ça peut ne pas gratter. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se gratte pas. Donc déjà, le seul point qu'on vous dit, la gale, c'est toujours un prurite, ça ne marche pas sur le nourrisson. Mince, ça commence mal. On a tous les signes du plus grand. On va voir les vésicules perlées, les sillons scabieux, les lésions de grattage. Vous allez toujours regarder les localisations habituelles, qui sont la face antérieure des poignets, les lésions interdigitales, même minimes. Hein. Alors parfois, chez le tout petit, c'est difficile d'écarter les doigts, mais essayez quand même. Ou si vous n'arrivez pas chez les enfants, vous le faites chez les parents, ça marche très bien aussi. Et, alors, vous n'avez pas la malchance d'avoir 0 ou -5 degrés parfois, parce que nous, quand on a un enfant qui se gratte et qu'on est en plein hiver, et que c'est le papa qui l'amène, vous avez le même problème. C'est 10 minutes pour déshabiller l'enfant, 10 minutes pour rhabiller l'enfant. Donc, quand vous suspectez une gale, examinez les parents, ça va plus vite. Avec les gants, je vous rappelle. Donc, on a des particularités chez l'enfant. L'atteinte du cuir chevelu qu'on ne voit pas, chez le nourrisson, pardon, qu'on ne va pas voir chez l'enfant, et l'ado et l'adulte. L'atteinte palmaire, l'atteinte plantaire, qu'on ne voit que très rarement chez les grands, avec parfois un aspect de pustulose palmoplantaire. On a l'atteinte du dos chez le petit enfant. On n'a jamais d'atteinte du dos dans la gale classique du grand enfant, de l'ado et de l'adulte. Mais c'est du vrai jamais. Ça ne se voit jamais. Hein. Et on va voir volontiers des nodules scabieux. Ce sont des nodules rouges sur certaines zones de prédilection, on va le voir en photo, comme la zone axillaire antérieure, la zone axillaire. Et ça peut se développer sur une dermatite atopique, juste pour compliquer. Hein. Donc ça, c'est une étude de Frank Boralevi. Et c'est, alors, juste un aparté, parce qu'on en a discuté avec Khalid, pardon. On se dit, ce serait intéressant de faire le même type d'étude au Maroc. Je ne suis pas sûr que vous ayez les mêmes gales qu'en France. Donc, il n'est pas exclu que dans les semaines ou mois à venir, on vous propose de participer à un travail sur la gale pour comprendre l'épidémiologie, les aspects cliniques, l'errance thérapeutique, etc., dans la gale au Maroc. Hein, je pense que ça peut être super intéressant avec des messages qui ne sont pas ceux de toutes les publications, finalement, qui viennent des pays occidentaux. Donc, dans l'étude de Frank Boralevi, rechute plus fréquente, prurite familiale, plus fréquent en cas de gale du nourrisson, moins de 2 ans. L'atteinte du cuir chevelu, vous voyez, 17 fois plus fréquente. Les localisations plantaires, 20 fois plus fréquentes que dans la population générale, enfin chez les plus grands. Donc, voilà des aspects d'atteinte de la face antérieure du poignet, ou même une atteinte palmaire au milieu, en haut. Et vous voyez en bas, à droite, un magnifique sillon. Ça, vous pouvez faire le diagnostic. C'est pour ça que je vous dis quand même de porter des gants. Alors, c'est contagieux, la gale, ou pas? Non. Non. Vous pouvez serrer la main à un galeux. La gale, c'est 5-10 sarcopes qui se battent en duel sur tout le corps. Il faut un contact intime prolongé. C'est une maladie à caractère sexuel. D'accord? Donc, vous pouvez prendre, vous voyez, là, il y en a plusieurs. Ça, c'est peut-être ma main en bas à gauche. Ce n'est pas exclu. Vous pouvez toucher un galeux. Classique. Bah, parce qu'avant d'être sûr que c'est une classique, on ne veut pas que ce soit une norvégienne. D'accord? Et puis, ça gratte dans la tête. Clairement, ça gratte dans la tête. Hein. Quand vous avez vu un galeux que vous n'avez pas lavé, vous n'avez pas mis de gants, ça gratte. Ça gratte tout de suite. C'est rassurant, ce grattage. Une atteinte d'un magnifique sillon du bord latéral du pied. Là, il n'y a pas besoin de dermatoscope ou de dermatologue. Rien d'autre ne donne ça. Rien d'autre, chez un enfant qui se gratte. Vous voyez d'autres atteintes palmaires, de plantaire, pardon, avec un aspect pustuleux, notamment. Pour vous, une pustulose chez un nourrisson de moins de 6 mois,
plantaire ou palmaire, c'est une gale jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas d'autres dermatoses qui donnent ça. D'accord? Ça, plus rare, je vous avoue, moi j'ai dû en voir 2 ou 3. Alors peut-être parce que je ne les ai pas suffisamment recherchés ou alors parce que les photos ne rendent pas très bien. On peut avoir des vésicules perlées au niveau du cuir chevelu chez l'enfant. Hein. Donc ça, c'est possible chez le tout petit. Les nodules scabieux, vous voyez, ces nodules inflammatoires en période, celle en bas à droite, je l'aime beaucoup parce que vous avez le nodule, vous avez le mamelon un peu au-dessus, sur la partie externe, en zone axillaire antérieure, vous avez un beau nodule scabieux et vous avez les lésions de gale à côté. Hein, donc ça, il n'y a pas d'autre maladie qui donne ça. Ouais, chez le tout petit, je pense que c'est un signe fort de gale du nourrisson, qui n'a pas été rapporté dans l'étude de Franck. On peut en avoir des nodules scabieux ailleurs. Hein. Ça, il n'y a pas beaucoup de dermatose. La dermatite atopique ne donne pas ça. Le plus souvent, on n'a que ça. Mais ça, il n'y a rien d'autre que la gale qui donne ça. Aucune lésion, que des lésions de grattage, avec des petites excoriations ponctiformes. Ça, c'est une gale. Vous voyez ça? C'est peut-être à force d'en voir qu'on pose le diagnostic. Mais il n'y a rien d'autre qui donne ça. La gale, la dermatite atopique ne donne pas ça. Vous allez avoir des lésions de dermatite atopique. Vous allez avoir un petit rehaussement folliculaire que vous n'avez pas là. Vous allez avoir un peu d'inflammation, un peu de sécheresse cutanée. Là, vous ne l'avez pas. Ça ne peut pas être autre chose qu'une gale. Et là, c'est une gale sur une dermatite atopique. Là, c'est plus difficile. Là, on m'appelait pour traiter la dermatite atopique et c'était une gale sur dermatite atopique. Alors, vous avez des petits signes. Vous avez sous l'ombilic des petits nodules scabieux. D'accord? Vous avez un prurite féroce. Le prurite qu'on voit sur le torse, on le voit, je trouve, pas souvent dans la dermatite atopique. Ce n'est pas une localisation classique de prurite de la dermatite atopique. Donc, ce sont des petits signes. Alors, je ne vous ai pas montré les mains, tout ça, qui nous aidait à faire le diagnostic. D'accord? On va y venir. Confusion avec l'ADA, on peut mettre des dermocorticoïdes? Ouais, ça va augmenter le risque de gale norvégienne. Hein? Et ça va augmenter le nombre de rechutes. Vous ne mettez jamais de dermocorticoïdes quand vous traitez une gale. Et quand je dis jamais, c'est jamais, si vous suspectez. D'accord? On avait fait, nous, une étude sur les gales hyperkératosiques en France, sur 24 gales hyperkératosiques en France, et on montrait que dans 75% des cas, le seul facteur de risque retrouvé, c'était l'utilisation de corticoïdes, locaux ou systémiques. Ce n'est pas les enfants trisomiques, ce n'est pas les enfants immunodéprimés, c'est des gamins qui ont une dermatite atopique, on va leur mettre des dermocorticoïdes, ça marche un peu, donc on en rajoute jusqu'au jour où on a ce type de lésion. Et là, on se dit, c'est plus une dermatite atopique. Alors ça, c'est mon plus jeune, il avait 15 jours de vie. Donc ça ne pouvait pas être une dermatite atopique. Là-dessus, on évoque quoi? Une histiocytose? Des choses... Hein. Comment? Mastocytose? Ouais. Enfin, quelque chose de pas sain. D'accord. Et c'était une gale hyperkératosique chez un enfant. Là, un autre cas de gale profuse, hein, chez un petit qui nous venait de Rambouillet, il avait 4 mois, traité comme une dermatite atopique pendant 2 mois. Donc là, magnifique gale, vous voyez les belles lésions, alors un peu floues malheureusement, la face antérieure du poignet. Vous voyez, là, vous mettez des gants. La gale hyperkératosique, ce sont des milliers de sarcoptes sur la peau, en superficie. Ça, vous vous grattez en 3 jours pour la gale, tellement vous êtes contaminé. Hein. Ça aussi, c'est un petit haïtien qui était traité comme une dermatite atopique. Et là, vous avez les aspects particuliers. Là, on n'est plus sur le nourrisson, on s'éloigne un peu. Vous voyez, on peut l'avoir chez le nourrisson aussi. Vous avez cet aspect farineux qui est caractéristique de la gale, cette atteinte axillaire antérieure qui est très évocatrice de gale aussi, et une atteinte assez diffuse. Ce ne sont pas des squames de dermatite atopique, ce ne sont pas des squames de psoriasis, c'est une squame fine, farineuse. Vous mettez un dermatoscope, là, vous ne le mettez pas parce qu'il y a tellement de sarcopes que... presque le regarder à distance. Là, les infirmières, quand elles font les soins, elles mettent des charlottes en même temps. Là, vous voyez des dizaines de sarcopes par champ de dermatoscope. Alors qu'il vous faut 10 champs de dermatoscopie pour voir un sarcope dans une gale normale. Donc, les lésions post-scabieuses, nodules post-scabieux, pustulose palmoplantaire. C'est présent à la phase aiguë, ça persiste au décours. Et le diagnostic peut être assez difficile. Et il faut éliminer des signes de gale active, vérifier qu'il n'y ait personne qui se gratte dans la famille, parce que là, vous allez mettre des dermocorticoïdes forts ou très forts pour que ça fonctionne. Alors que si vous en mettez sur une gale classique, vous avez un risque de rechute beaucoup plus important. Hein, donc les mêmes lésions que tout à l'heure. Donc, principe du traitement de la gale, pour tout le monde, quel que soit l'âge, tout le monde. Linge plus environnement plus siège auto, pas que de l'enfant, de tout le monde. Je ne sais pas si les gens passent autant de temps au Maroc dans la voiture qu'en France, mais quelqu'un qui travaille, c'est environ 1 heure à 1 heure et demie par jour sur son fauteuil.
Il est plus sur son fauteuil de voiture qu'avec sa femme parfois. La poussette, on la traite aussi. Mot-clé, simultanément. Ne traitez pas 15 jours d'intervalle 2 membres de la famille, parce qu'on va se recontaminer. Et on répète une fois à J8, entre J8 et J15. Moi, je fais J8. Et on revoit à 1 mois. Si vous respectez ça, quel que soit le traitement que vous mettez, j'ai oublié de mettre, oui, c'est tout le monde. Donc, c'est le premier cercle. Si vous respectez ça, il n'y a pas de résistance. Mais c'est difficile à mettre en place. Donc, en traitement locaux, je crois qu'ici, on en a discuté, vous avez la scabiole essentiellement. Nous, on a la permétrine, le topiscab, qui a été mis à notre disposition un peu en urgence quand nous n'avions plus d'ascabiole. Sachez quand même que la permétrine a eu l'AMM en France, qui est rare, sans aucune étude clinique. Pour avoir une AMM, c'est quand même... Donc, c'est remboursé par la Sécurité sociale en France. Jamais de traitement d'épreuves individuelles. Je sais que vous ne l'avez jamais fait, mais je sais que vous l'avez fait. Un enfant de 6 mois, il se gratte, oh, je vais mettre un peu d'ascabiole, on va voir ce que ça donne. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Hein, l'enfant, il ne s'est pas contaminé tout seul. Donc les échecs du traitement, c'est la mauvaise observance, absence de traitement du cas index et des cas contacts. Si vous ne traitez pas les cas contacts, ça va rechuter. Non-respect de l'application, parce qu'il y a de l'eczéma, donc on ne va pas en mettre sur les zones d'eczéma. On va traiter la zone d'eczéma. Il n'y a aucun souci. Les grandes familles, la précarité. Donc c'est vrai que quand on parle du petit dans certaines populations, même chez nous, hein, c'est parfois compliqué. Le non-traitement des sièges de voiture, dans plusieurs études, c'est ressorti. C'est un truc un peu étonnant. Et l'utilisation de dermocorticoïdes. Donc avant 2 ans, 15 kg topiscab ou ascabiole. Donc ascabiole chez vous. Chez le tout petit, chez le nourrisson, on va mettre entre 6 et 12 heures. On va mettre 24 heures chez l'enfant de 2 ans. Et après, on va mettre 2 fois 24 heures chez le plus grand. Après 2 ans, traitement local ou ivermectine. Pour l'instant, elle n'est pas disponible. J'espère que vous l'aurez rapidement. Parce que ça marche remarquablement bien. Puis c'est un traitement qui ne coûte pas très cher. Et c'est simple, c'est un comprimé par 15 kg. En principe, c'est qu'à partir de 15 kg. Traitement du prurite, parce qu'on est dans le... Comment? Non, on ne dilue pas la scabiole. Non, non. Ça fait partie, pareil, des vieilles croyances de diluer la scabiole. Hein. C'est vrai que j'en parle plus parce que... Enfin, ça, on ne le fait plus du tout, en fait. Traitement du prurite, celui de la gale. Si vous voulez endormir de l'enfant, vous mettez de la tarax ou de la palaramine, mais jamais de dermocorticoïdes. Vous traitez la pluche? Oui, vous traitez le chien? Ah, il y a eu de l'hésitation, là. Non, le sarcopte est un parasite strictement humain. Ça ne donne pas de gale chez un chien ou un chat. Hein, par contre, la peluche peut avoir des sarcoptes, donc il faut la traiter. Comme du linge, en fait. L'environnement en acaricide. Alors, vous avez ceux de pharmacie qui coûtent cher, qui ne sont pas remboursés, mais vous avez le bégon anti-acarien, le fulmagor anti-acarien. Je ne sais pas s'il est disponible au Maroc, mais vous avez des anti-acariens en supermarché qui marchent très, très bien. On traite le linge, la literie, le canapé, les peluches, les fauteuils de voiture, en même temps que la famille. Sur certains traités, il est noté qu'il faut traiter tout le linge utilisé depuis 15 jours. Je ne sais pas d'où ça sort, et c'est infaisable. Et puis pourquoi prendre que le linge depuis 15 jours, depuis une semaine, alors que celui qui est en dessous ne serait pas traité? Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc moi, ce que je fais en pratique, c'est que je demande aux gens de mettre leur linge traité soit 60 porté, soit 60 degrés, soit dans un sac avec du bégon. Ils laissent la nuit, le lendemain, ils le lavent. Ils refont la même chose 8 jours après. Et ils mettent du bégon dans leur linge. Ils mettent ça avant de partir le matin. Et le soir, ils aèrent. Et c'est bon. Traitement de l'entourage. Premier cercle. Premier cercle, il faut faire comprendre au papa que la maîtresse, c'est le premier cercle. À la maman, que l'amant, c'est le premier cercle. Alors, quand c'est comme ça, je parle du grand frère adolescent. Dites bien à la petite copine qu'il faut se traiter. Hein, pensez-y, parce que la gale, elle n'arrive pas comme ça dans la famille. Il faut que quelqu'un... Alors, on demande, parce qu'ils nous demandent d'où ça vient, comme si c'était moi qui allais leur expliquer d'où ça vient. En général, ils savent. Hein. Alors, je leur dis, vous ne travaillez pas en contact avec le public, parce que bon, après, je leur explique que c'est transmis dans le couple, pour leur faire comprendre d'où ça vient. Hein, donc ça, c'est important. Donc, parents, frères, sœurs, la grand-mère qui surveille une fois par semaine les enfants. Le petit cousin qui vient une fois par semaine avec le fils dormir à la maison. Hein, on a tous ça, des cas comme ça, et si on ne les traite pas, eh ben, on ne va pas traiter le premier cercle. Par contre, moi, je ne vois pas le petit cousin. Je
dis juste au petit cousin de consulter. D'accord? Mais il faut vraiment y penser. Hein, le compagnon de la grand-mère veuve, ça c'est une histoire un peu compliquée. Je ne vais pas aller dessus. Mais pas les chiens et les chats. Donc, point clé, tout le monde, environnement, en même temps, premier cercle, J0, J8. Avec ça, vous traiterez toujours vos gales du nourrisson. Non, non, il faut vraiment le faire. Dans la pratique, il faut le faire. Il faut... Alors, juste... Non, c'est parce que je crois qu'on ne va pas au fond du problème. Alors, quand je vous parle du compagnon de la veuve, la grand-mère veuve, c'est une histoire authentique. Je reçois d'une collègue dermato, il me dit « J'arrive pas à traiter cette gale, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut faire autre chose ?» Je vois la petite qui est amenée par sa grand-mère. La grand-mère, elle me dit « Oui, ben, c'est moi qui ai amené la gale dans la famille. » Déjà, elle le sait, ça fait 6 mois, je me suis déjà traité 3 fois. Je lui dis « Mais vous êtes traité en même temps que la famille ?» Ah ben non, c'est quand on a la gale qu'on se traite. Ben oui, il se recontamine en permanence. Et je lui dis, je suis surprise que la grand-mère plutôt chic, je lui dis, et votre mari, mais je suis veuve. Mais elle avait un compagnon à Montpellier, qui lui ne s'était jamais traité. Donc on a tout repris, le premier cercle, ça a été la famille, la grand-mère veuve et le compagnon de Montpellier. Et en faisant comprendre au compagnon que si il avait d'autres partenaires, de traiter aussi les partenaires, évidemment. Je ne suis pas sûr qu'il attende... Bon. Donc, des exemples concrets que vous devez voir. La maman accouche. Diagnostic de gale chez la maman au moment de l'accouchement. Qu'est-ce que vous faites? On m'a appelé 2 fois pour ça. Le gynéco m'appelle. Qu'est-ce que je fais du bébé? Alors, j'ai des collègues qui m'ont dit, bon, on le retire de la maman le temps du traitement. C'est scandaleux, quoi. C'est inhumain. Alors moi, je lui dis, tu traites la maman, tu traites le premier cercle, tu ne traites pas le nouveau-né, tu les revois 1 mois. Si l'enfant est contaminé, tu retraites tout le monde. Ça me paraît humain. Hein. Gale chez un migrant. Bah, moi, ça me paraît difficile de toute façon, l'allaitement. Mais non, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est difficile? On met de l'ivermectine. L'ivermectine, c'est donné aux femmes enceintes sans problème. Alors, il est noté qu'il faut plutôt mettre de la scabiole. Mais moi, je conseillerais plus volontiers l'ivermectine. Même si ça passe dans le lait, ce n'est pas toxique pour le nouveau-né. Hein, donc, on peut mettre de l'ivermectine quand on en a. Après, en principe, c'est la scabiole, effectivement. Et là, c'est un peu, je pense qu'au niveau sensation pour l'enfant, ça peut être assez désagréable, parce que ce n'est pas agréable comme goût, la scabiole. Mais on peut traiter la maman, il n'y a aucun problème. Hein? Non, 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 non. Et même alors, je ne sais pas si vous connaissez le site du CRAT, qui est le site français des agents tératogènes. Eux conseillent même la scabiole chez la femme allaitante et la femme enceinte, en première intention, avant l'ivermectine. Moi, je préfère l'ivermectine, il n'y a aucun danger. C'est plus simple. Gale chez un migrant. Vous faites comment? Comment? Voilà, lui, il part dans 2 jours, qu'il est migrant, donc il va aller dans un autre camp. Il n'y a pas de solution. Moi, j'avais été contacté, il n'y a pas de solution. Vous n'avez pas de premier cercle et vous ne pourrez pas faire le J8. Il n'y a pas de solution. Gale dans une collectivité. Je délègue. Il y a des gens chez nous qui travaillent à l'ARS, à l'HAS, qui ne foutent rien. Ils sont là pour gérer ça. Ils montent au front. Moi, je ne peux pas aller voir une école avec 600 personnes. Je ne peux pas aller voir une crèche avec 60 gamins. Je n'ai pas le temps. T'envoies quelqu'un de ton équipe. Ah ouais, parce que mon équipe glande, quoi. Non. Même dans mon hôpital, je refuse de voir si une épidémie. Nous, on a une épidémie de gale dans le service, qu'on était passé à côté, encore une fois, d'une gale, mais la norvégienne. Et il y a eu 3-4 gales dans mon équipe. Eux, je les ai soignés. Mais j'ai refusé de voir tout le monde. Il y a des gens qui s'appellent la médecine du travail. Quand vous allez les voir, ils sont toujours dans leur bureau à rien faire. Ils peuvent examiner les gens. C'est leur travail. Hein. Et alors en plus, je ne vous dis pas épidémie de gale dans le service. L'étage au-dessus, l'étage en dessous, ils sont tous allés voir la médecine du travail parce qu'ils pensent que ça passe par les gouttières. Hein. Enfin, voilà. Ça te va? On fait la pause?